Hello, alors salut, aujourd'hui je suis avec Elliot, donc on est à Orléans, on va se faire une petite vidéo un peu en marchant, hein. Exactement, Ça change un peu des podcasts, parce que Elliot c'est quand même un peu le roi du podcast, où tu interviews un peu toute l'Europe du SEO quand même. Hein. Un peu toute l'Europe, ouais. Il manque la Bulgarie et la Roumanie du Nord, mais à part ça, voilà, si vous voulez vous expatrier, vous savez où aller et vous ferez interviewer. Voilà. Alors récemment donc t'es passé un petit peu de l'autre côté de la caméra. T'es passé chez François Tréca l'autre jour. Alors ça fait quoi déjà à un podcasteur de passer de l'autre côté? Ça fait rien, c'est marrant. Marrant. Ça change de poser des questions, on y répond. J'ai pas toujours l'habitude de répondre aux questions, donc c'est un bon moyen de s'exprimer aussi. Eh ben écoute, c'est parti. Alors c'est quoi ton actualité en ce moment-là? Et bah deux actualités donc principales. Le SEO by Night, cette année on fait deux dates. Vous voyez sur mon joli t-shirt. Voilà. On fait deux dates, on fait Bordeaux le 6 juin avec Loïc Richard, que beaucoup de gens connaissent. On lui passe un petit bonjour. Ouais, et on fait le 7 et 8 novembre à Orléans. Un événement sur 2 jours. Bordeaux n'aura qu'une journée. Bordeaux, on est plus sur de la verticalité e-commerce avec des intervenants plus larges que le SEO, comme Fred Sibet qui nous parlera e-commerce, Facebook Ads avec Rudy. On parlera aussi d'Amazon. On parlera aussi d'autres vecteurs et d'autres leviers pour augmenter ses ventes. On parlera données, RGPD et moteur de recherche avec Eric Léandry, le PDG de Quant. Laurent Bourrelli qui nous fera évidemment le monsieur loyal de la journée. Fred Bobet sur le cocon sémantique. Paul Sanchez sur l'aspect backlink qui reviendra encore avec du nouveau et des gros titres. Et puis Orléans, les intervenants ne sont pas encore tous calés, mais on aura Alan Cadix, on aura Woods, SEO, Paul Sanchez également. Walid qui m'a validé très récemment le fait qu'il va pouvoir venir, peut-être Rudy aussi s'il est dispo, donc vous voyez 2 journées, on aura aussi du très lourd en intervenant. Voilà, Ninja Linker qui revient. Voilà. Ouais, du coup ça s'adresse pas que au SEO, là c'est vraiment un peu à tous les mecs qui font du e-commerce et qui ont besoin de levier d'acquisition, clairement. Bordeaux encore plus, ouais. Plutôt sur du e-commerçant et de la start-up. Orléans restera quand même dans du SEO plutôt black hat, ouais. Avec des techniques pour ranker, pour dominer les SERPs, pour essayer de se positionner avant les autres, quoi. Mais même Orléans, on va injecter un petit peu de e-commerce, un peu de stratégie haute que le SEO, parce qu'aujourd'hui, faire que du backlink title, c'est un peu dépassé. Donc voilà, j'aimerais bien quelqu'un qui nous parle un peu stratégie d'emailing. On parlera aussi de la partie livre blanc, de la partie tunnel de vente, tous ces éléments. Donc voilà. C'est des points, je crois que tous ces trucs-là, parce que tu fais parler beaucoup les gens, mais tu as aussi des projets de ton côté, donc bon, on dira pas les niches, hein, non. Mais tu as des projets où toi tu appliques un peu tout ça. Ouais. C'est quoi toi les leviers que tu aimes bien utiliser sur des projets Le premier levier pour moi, c'est ce qu'on appelle le cocon sémantique. On en parle, Laurent fait un peu la promo en ce moment. Mais c'est un bon moyen de manière éditoriale, de booster ses pages de vente, et puis d'essayer de générer beaucoup plus de ventes avec des mots-clés auxquels on n'aurait pas pensé, plutôt en raisonnant sur les besoins de l'internaute que le produit strictement commercial que l'on va vendre. Donc c'est de se dire, mon internaute, il veut m'acheter par exemple, je sais pas, je vends des parpaings, et il a d'autres problèmes, il cherche comment monter son placo, il cherche comment faire ses joints, il cherche comment faire plein de choses en fait. Donc si on y répond, qu'on lui fournit un guide de choix ou qu'on lui fournit un guide explicatif avec tout un tas de tutos et d'informations, déjà il prend confiance dans votre marque, il découvre votre marque alors qu'il n'en aurait peut-être jamais entendu parler, parce que quand on va taper le mot-clé commercial, vous n'êtes peut-être pas dans les premiers, les internautes s'arrêtent au bout du 2, 3e, 4e résultat maximum. Donc ça permet de générer beaucoup plus de visites, de se faire connaître. Donc ça c'est la partie, on va dire, SEO entre guillemets assez classique. Et toute la partie après derrière, tunnel de conversion, où une fois qu'on a généré un visiteur, il nous a quand même coûté un investissement, alors que ce soit du temps, de l'énergie ou un coût. C'est d'être capable de récupérer une information de sa part. Donc ça peut être un email par exemple, en lui proposant un livre blanc, en lui proposant de télécharger quelque chose, en lui mettant une carotte pour qu'il vienne filer son email. Et puis une fois qu'il l'a fait, c'est derrière être capable de le relancer régulièrement, de lui montrer que vous maîtrisez, que vous êtes vraiment le plus calé sur votre thématique.
Donc en faisant une stratégie d'emailing derrière pour arriver à lui vendre quelque chose, quoi. Okay, on va creuser un peu ce sujet parce que sur tes sujets, t'es légitime pour parler de e-commerce à Bordeaux, clairement, au sens où t'es pas juste en dropshipping où t'amènes plein de gens, tu vends et puis après achète et casse-toi, quoi. Ouais, alors je sais que tu gères des trucs de logistique derrière, etc. Du coup, sur l'ensemble, on va pas être sur du black hat, quoi, sur ce que tu fais, quoi. Il y a une vraie démarche. Et du coup, toi, les possibilités d'acquisition avec de la RGPD un peu compliant dans la durée, tu vois ça comment? C'est pour l'instant, en gros, on fait un truc mais on s'en fout, ou faut commencer à le faire propre ou pas pour toi? Pour moi, on a toujours dit que le Black Hat, il est là pour financer l'investissement de business à plus long terme. Faut pas se leurrer. Si on génère, je sais pas, un truc qui se fait régulièrement, là c'est des formulaires de contact dans, par exemple, la mutuelle, dans les assurances ou dans ce qu'on veut. C'est évident qu'avec énormément de backlinks, juste un formulaire et du texte en mode bouillie ou en mode un peu généré, ça peut se positionner, ça peut faire du lead. Ça va pas durer des masses de temps, ça convertit moins bien. Voilà. Après, si on veut faire un business dans le long terme, c'est clair qu'il faut faire les choses propres. Connaître les techniques Black Hat, ça aide simplement à mettre le curseur, de savoir où est-ce qu'on veut être. Mais ça aide vraiment à se positionner et à aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Donc le RGPD, on va être obligé d'y passer, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Aujourd'hui, à mon sens, c'est surtout pour essayer de modérer les très gros business, comme Google, Microsoft et voilà, les trusts, quoi. À terme, pour moi, si tu proposes vraiment un guide intéressant et que l'internaute il a mis son email parce qu'il veut recevoir je sais pas, le guide ultime par exemple pour poser son placo tout seul, sans être, je sais pas pourquoi je suis parti dans la théma bricolage, mais pour être voilà, pour arriver à faire ses bandes et arriver à poser son placo sans être bricoleur ou ainsi de suite. Il veut vraiment le guide, il va mettre son email pour recevoir un guide. Si derrière tu le spammes pas mais que tu lui fournis vraiment de l'information importante, il n'y a aucune raison qu'il se plaigne que tu lui envoies un email. Et en plus, les RGPD, c'est entre guillemets simplement une coche avec un système de... On n'est même pas obligé d'être dans le double opt-in. Si on est sur du particulier, c'est un peu plus compliqué que sur de l'entreprise, mais même sur du professionnel ou de l'entreprise, on n'est pas obligé d'être... on n'est pas obligé de demander tout un tas d'informations comme on a chez les particuliers. Un pro, on peut lui envoyer un email du moment qu'on parle de son activité. Donc demain, les agences web, je peux tout à fait leur envoyer un email sur, je sais pas, un nouvel outil SEO par exemple, ou un nouvel outil pour utiliser AdWords. J'ai pas besoin de leur accord explicite. Par contre, ils doivent pouvoir se désabonner. Et une fois qu'ils sont désabonnés, il faut pas que je les réembête. Sur le particulier, c'est un petit peu plus sensible. Mais encore une fois, si vous avez un vrai contenu et que vous apportez une vraie valeur ajoutée, il n'y a aucune raison que le particulier se plaigne que vous lui envoyez un email. Au pire, il se désinscrit. Oui, c'est comme pour toi, en fait, on est sur une démarche comme en SEO. Si on a un vrai contenu, au final, on peut construire une stratégie qui dure, quoi, qui a une certaine pérennité. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et puis, on est tous abonnés à des newsletters qu'on attend et quand on les reçoit, même si on les parcourt en diagonale, au moins on les parcourt. Ouais. Et c'est clair que si les mails que tu envoies, c'est que de la promo, moins 50 sur mon produit, moins 20 sur mon produit, alors il faut en faire un petit peu. Mais il y a une énorme stratégie de contenu à avoir sur la partie emailing, quoi. Et ça convertit, ça donne confiance. Si vous vendez votre propre business, vous pouvez vous mettre en avant en disant voilà, moi j'ai eu telle problématique, j'ai trouvé mon outil qui m'a aidé, j'ai été dans tel cas, voilà comment je m'en suis sorti. Donc les gens vont commencer à s'imprégner de ce que vous dites et puis à vous considérer autre que juste un vendeur en fait, et pas comme un pote mais comme quelqu'un de beaucoup plus proche, quoi. Oui, c'est gagner en légitimité, en crédibilité. Voilà. C'est ça. Et puis, bon, on a deux doigts de parler de AT là quand même. On va peut-être pas aller sur ce terrain tout de suite. Mais du coup, c'est tous ces enjeux, ces problématiques, donc c'est des choses que vous allez parcourir, je pense, à Bordeaux. Oui, là, on va en parler. Ouais. On en parlera à Orléans aussi, de toute façon, mais ouais. Et oui, un peu plus à Bordeaux. Parce qu'encore une fois, on va faire une publicité Facebook, par exemple. Si derrière, on génère des visiteurs qui nous coûtent 5, 6, 10 ou 15 centimes, après ça dépend des thémas. Mais même s'il nous en coûte une vingtaine de centimes, il faut le convertir. Donc l'envoyer sur une landing page pour qu'il se passe rien, qu'il ferme la fenêtre et qu'il voilà, ou qu'il ait pris une information gratuite, ça n'a aucun intérêt.
Donc toute la partie tunnel derrière, en fait, c'est un peu un truc comme nous en SEO, la visite ne nous coûte pas unitairement ou qu'on paye pas à chaque visiteur en fait. Ouais. On a un peu oublié cet aspect conversion. Donc les personnes qui suivent leur publicité Facebook, ils sont très sensibles effectivement au taux de conversion, à combien de personnes ont rempli leur email, combien de personnes ont cliqué sur tel bouton, combien de personnes sont restées tant de temps sur la page. Nous en SEO, jusqu'à il y a quelques temps, on y faisait quand même un peu moins attention puisqu'on est 100 visiteurs ou 50 visiteurs, on regardait surtout le résultat d'avoir topé autant de formulaires, autant de personnes, quoi. Ça, c'est que mine de rien, le coût d'acquisition, plus ça va, plus il augmente. Hein, donc, il faut avoir beaucoup plus d'efforts et faire les choses beaucoup plus propres pour générer la même somme de visiteurs qu'on pouvait avoir il y a 5, 10 ou 15 ans. Quoi. Ouais, le trafic n'est plus gratuit aujourd'hui, ça c'est... il n'a jamais été, mais il a été pas très cher, on va dire. Là, il est un petit peu plus. Donc pour moi c'est tout un ensemble et on peut plus raisonner juste à générer un visiteur. C'est maintenant une fois que j'ai mon visiteur, si par exemple je reprends le mode du cocon sémantique, tout le monde dit cocon sémantique ça convertit pas. Oui, c'est pas l'objectif du cocon sémantique, hein. Quand je vends des parpaings et que j'amène un mec sur du placo, je suis quand même assez loin de la vente de mon parpaing, quoi. Par contre, si j'ai réussi à collecter des informations sur lui, que je repousse des guides ou autres, ainsi de suite, je peux lui amener une information et il va penser à moi le jour où il a besoin de tel produit. Mec. Et... Ouais. Oui, vas-y. Du coup, pour toi, là, ce que vous allez transmettre au By Night Bordeaux, tu as vu, j'insiste sur ta promo. C'est au By Night le 6 juin. Voilà. Et le tarif, tant qu'on y est? Le tarif, tant qu'on y est, on est autour des 150 € le billet. Et, donc on avait une promo de prix de lancement. Et on est à peine à 150 €. Voilà. Journée, soirée, les deux? Journée, soirée, repas du midi. Ok, voilà, parfait. Tout et du coup, ça s'adresse à webmarketeurs, patrons de boîte, des gérants qui voudraient se mettre au e-commerce, des sociétés qui sont pas encore digitalisées, qui pensent à se mettre en ligne, des personnes qui travaillent dans une société d'e-commerce déjà, ils auront toujours des choses à apprendre, des consultants SEO évidemment, et après tout ce qui est web marketing et qui vont travailler en agence. Qui veulent se perfectionner, mais je veux dire même le patron de TPE qui a son site internet et qui voudrait vendre des services en ligne et qui voudrait se faire connaître sur Bordeaux, voilà, consultant RGPD Bordeaux, on parlait d'RGPD tout à l'heure, comment je me positionne et comment je peux en faire un business quoi, en ligne. D'accord. D'ailleurs, autre point de business, tu me parlais tout à l'heure de logistique. Ouais. Ça fait partie de tes business aussi. Ça, on a parlé de dropshipping. Et toi, tu as monté un truc du coup sur l'impression en ligne. Oui, tout à fait. Alors, le dropshipping, on parle souvent comme si c'était une finalité, c'est juste un mode de livraison, c'est un mode logistique où en fait on n'a pas le produit physique chez soi et c'est un logisticien qui expédie. Le dropshipping a une connotation très négative maintenant. Pourquoi? Parce que 95% des gens c'est du Wish ou du AliExpress et c'est le chinois qui expédie pour nous. Bon, pour moi ça, j'ai pas envie de dire que c'est mort, mais pour qu'un client il tienne 30 jours, ça devient compliqué. Et votre business pour qu'il dure 8, 10, 15 ans, ça va être compliqué aussi. Sur des petits sites de quelques mois ou quelques années, je dis pas, mais en dessous ça peut se faire, mais ça devient compliqué. Moi je suis plutôt partisan du stockage. Donc on a un entrepôt qui n'est pas gigantesque, mais on stocke des produits, on expédie les produits qu'on stocke. Et il se trouve qu'en se mettant sur une thématique, on est rentré dans l'impression à la demande, qui est un produit personnalisé. Et on est tombé dans le textile. Et à l'époque, il y a 7 ans, 8 ans, on faisait du textile sur mesure, donc on ne voulait pas stocker des t-shirts, par exemple des suites avec des visuels dessus. Et en fait, il y avait peu de systèmes à l'époque qui permettaient d'être e-commerçant et puis d'imprimer à la demande sans être soi-même imprimeur. Donc on a commencé avec des petites bécanes. Puis dès que ça a commencé à booster, gérer le site web, le e-commerce et tout, et en plus la partie impression, ça devenait compliqué. Donc on s'est connecté à des imprimeurs. En fait, on a développé une API où on est capable d'envoyer les commandes automatiquement à partir d'un client qui passe une commande sur un site web. Ça va directement chez l'imprimeur qui va imprimer, coller et puis expédier au client final. Donc c'est du dropshipping mais en print on demand. Et donc on a appelé ce service dropship print. La particularité, ça existe déjà, on n'a rien réinventé, c'est qu'on imprime en France. Okay. Donc ça veut dire impression sous 3 jours ouvrés, 2 jours de livraison maximum. Donc en moins de 5 jours, en fait, votre client est livré. Il y a une API. Donc nous, il y a d'autres services qui s'adressent plutôt particulièrement aux débutants, entre guillemets, aux gens qui lancent un shop. Ouais. Avec tout un aspect simplification pour créer les visuels, import dans Shopify, application PrestaShop, genre là, tout vraiment pour faciliter la vie. Nous, on est plutôt sur du e-commerçant qui tourne déjà.
qui n'ont pas forcément une solution CMS, mais qui ont une solution sur mesure. Et on a mis en place une API où n'importe quel développeur peut s'y connecter, nous pusher les commandes en auto et automatiser à 100% le business. Et moi, là-dessus, bon, déjà, dropshipping, bon, il y a le terme qui a été popularisé par tous les dropshippers sur Facebook, etc. Ouais. Mais en soi, est-ce que déjà, c'est pas une nouvelle dénomination quelque part de la livraison en flux tendu, tu sais, qui existait déjà bien avant. Ça existe depuis les années 70, voilà. C'est pas les vendeurs de formation sur Facebook qui ont inventé le dropshipping, ça a juste été un terme marketing pour dire bah obtiens ton indépendance financière sans stocker, sans rien. Mais c'est ce que j'interviens auprès de startups, c'est ce que je leur dis, hein, avoir une idée, c'est pas un métier. Hein. C'est de la daube avoir une idée. Hein. Si tu sais pas l'exécuter derrière, ça sert à rien. On a tous eu des idées. J'entends souvent des mecs brailler, ouais mais c'est mon idée, il m'a piqué mon idée. Et non, si tu l'avais piqué, tu l'aurais monté, tu aurais déjà une société, vous seriez concurrents, juste. Là aujourd'hui, c'est rien, c'est dire j'ai eu une idée, ça n'a aucun sens. On est soit développeur, soit marketeur, soit rédacteur, soit SEO, soit communicant, soit on a un très grand réseau, soit voilà, mais on a quelque chose. Et je veux dire, se lancer de zéro dans le business en ligne, sans maîtriser le SEO par exemple, sans être un bon copywriter, sans être un bon communicant, sans être un graphiste, juste en allant piocher des compétences, ça reste quand même très compliqué. Et si en plus tu maîtrises pas ton produit, je dis pas que c'est pas possible, mais il y a une personne sur 1000 qui va... Faut au moins avoir une des expertises et savoir bien s'entourer pour aller chercher les autres. Ouais, voilà. Mais... De toute façon, on demande à personne d'être expert en tout. De toute manière, un mec qui se prétend expert en tout, il est bon en rien. Et même en SEO, hein, on est tous les deux experts SEO. Je suis pas du tout technique. Patrick a plus de briques que moi. Mais même en SEO, dans le triptyque on est même incapable de maîtriser les trois. Voilà, un très bon linker, c'est pas du tout un bon technicien. Un bon technicien, c'est pas forcément un très bon netlinker, et c'est pas un bon rédacteur non pas forcément. Ça peut être les trois, c'est super rare, mais ça peut. De toute façon, tu vois, dans toutes les formations les plus connues en SEO, ils sont tous au moins deux, quoi. Oui, tu regardes chez les Perronnais, t'as Sylvain, t'as Guillaume, ils sont même trois maintenant, c'est vrai. Tu regardes la SEO High Level, ils sont plusieurs aussi, ils sont 6 ou 7 maintenant, un truc comme ça. Laurent Bourrier travaille beaucoup avec Paul Sanchez ou des netlinkers parce que l'aspect cocon sémantique sans netlinking, c'est moins fun. Oui. Voilà, donc beaucoup, ça à deux ou trois. Alors ça c'est un truc qu'on peut donner comme conseil aux gens, c'est arrêter de vouloir tout savoir faire vous-même pour gagner plus de thunes à court terme, parce que souvent vous allez vendre des trucs qu'en fait vous maîtrisez pas, et du coup vous allez faire de la merde, et en fait à vouloir gagner 300 balles de plus pour pas sous-traiter, bah en fait vous allez vous cramer en crédibilité parce que vous allez faire de la merde, alors qu'un client à qui vous conseillez quelqu'un de bon, bah il va revenir plus facilement vous voir. Voilà. Ouais, c'est clair. Et puis je veux dire, sur des clients qui ont du budget, hein, avoir un graphiste, avoir un SEO, avoir quelqu'un qui fait de l'analyse de log, avoir quelqu'un qui fait du backlink, tout ça c'est des compétences, ça se comprend qu'on peut avoir. Voilà. Mais même si on monte son propre shop, avoir aucune des compétences nécessaires, pas maîtriser le produit, ni le graphiste, ni le SEO, ni la rédac, ni la création de site, je trouve ça compliqué. Je dis pas que ça se fait pas, je dis que c'est plus compliqué. C'est sûr. Après, on peut tous monter des bouts de bricolage qui tiennent, et ça tient le temps que ça tient, quoi. Mais... ou ça fait quelques ventes, et puis à un moment donné, quand tu vois que ton produit plaît et que tu as validé un marché, tu te dis ok, je passe à la vitesse supérieure, au lieu de bricoler avec un petit, je sais pas, WooCommerce ou quoi, même si ça peut des fois faire le job, allez, je mets un vrai site, on se met en place, on met plusieurs solutions de paiement, on met du paiement 3 fois sans frais, on fait tout le job derrière, quoi. Mais pour en revenir à la logistique, c'est depuis des années, ça a toujours été des gens qui ne veulent pas stocker. On fait appel à un logisticien, et le job du logisticien, c'est justement de stocker et d'expédier. Donc c'est devenu aujourd'hui péjoratif parce que dropshipping est associé à du AliExpress, quoi. Et puis même, il y a des produits que j'achète sur AliExpress que je stocke et que je revends, mais le client français, il est livré en quelques jours. Si vous faites comme AliExpress, il n'y a pas de plus-value. Vous allez faire quoi? Peut-être rembourser le client plus vite, et encore AliExpress rembourse super vite. Ouais. Donc par contre, stocker, acheter, je sais pas moi, des produits, il y a des milliards de trucs à trouver qui valent 10 centimes, même si vous les revendez 30-40 euros, vous gérez votre marge, il n'y a pas de problème. Au moins, vous en avez une vingtaine physiquement, et dès que le client passe commande, vous expédiez immédiatement, quoi.
Et après, tu as d'autres manières aussi d'apporter de la valeur, parce que la question de fond, c'est comment tu apportes de la valeur. C'est ça. Tu regardes, tu as des boîtes, tu prends vente privée, en fait, surnommées VP maintenant. Mais leur truc, c'est une forme de dropshipping, hein, ce qu'ils font. Parce que c'est un genre de marketplace où voilà, c'est une marketplace où tu as des délais de livraison qui sont pas forcément folichons, hein, pour le coup. Et en fait, la valeur ajoutée, bon, c'est qu'ils disent qu'ils font des grosses réducs parce que c'est plutôt du déstockage en général qu'on va trouver, mais je crois qu'ils ont eu, il y a 2-3 trucs en discussion d'ailleurs sur le prix de départ. Ouais, c'est ça, c'est la réduction, comment elle est calculée, une réduc. Après voilà, mais au moins il faut un concept de valeur ajoutée, quoi. Pseudo-réduction, délai de livraison un peu machin. Bon, on va pas se faire des copains, mais c'est peut-être le plus gros dropshipper de France en fait. Hein. Et ils tournent très bien, ils ont un très gros volume d'affaires, et leurs clients sont contents. Oui, et puis bon, il y a quand même une capacité de faire du retour derrière, de la maintenance, tout ça. Donc il y a du budget en com, hein. On en revient souvent au même truc. Hein. C'est malheureux de dire ça, mais le premier des sites web sur Google, c'est celui qui aura le plus de backlinks. On peut faire la meilleure stratégie éditoriale, le truc le plus beau du monde, la plus belle UX, ça se finira toujours à coup de backlink. Voilà. Et malheureusement, dans la vie classique, réelle, si je puis dire, en Google, c'est celui qui fait de la pub, quoi. La pub télé. Vous tombez entre les Simpsons, entre 2 épisodes des Simpsons le samedi soir, vous avez une audience que vous ne pourrez jamais vous payer sur Facebook, et qui est l'audience la moins chère. Parce que hop, petit demi-tour, on va essayer de se produire sur une table peut-être. Oh, ça passe là. Ça passe. On se refait un petit tour. Allez, on repart. On aura fait le sport de la journée. Voilà. C'est le premier podcast sportif de l'histoire. C'est l'audience la moins chère, parce qu'à la télé, ça coûte une fortune communiquer, mais vous avez un mass market qui est magique, quoi. Donc voilà, sur la partie print on demand, en fait, nous on est plutôt axé pour des gens, des e-commerçants qui vendent déjà et qui voudraient ajouter, qui voudraient élargir leur offre. Là j'ai le cas d'un vendeur de jeux vidéo, il a des idées de t-shirts et il vend des mangas, tout un esprit jeu vidéo. Il y a aussi une partie jeu de société, voilà, et il voudrait pouvoir vendre des textiles qu'il a créés, quoi. Donc lui, son job, c'est de créer le textile, de le mettre sur son site internet, d'en faire la promotion, et quand il a une commande, nous, notre boulot, c'est d'orienter vers l'imprimeur, et l'imprimeur va livrer le client final, quoi. D'accord, mais là, bon, ok, tu nous parles donc de dropship print. Il y a des mecs qui font du biz en passant par ça. Parle-nous un petit peu de comment tu as fait connaître ce truc, parce que je sais que tu as fait plein de choses un peu en growth hacking. Je suis sûr que tu peux nous balancer 1 ou 2 petits tips un peu sympas sur comment tu as fait connaître dropshipping. Parce que moi, tu me l'as raconté, l'histoire, c'est pas, pour le coup, c'est pas tant par l'angle SEO que tu l'as attaqué, ce truc-là. Non, alors je l'ai attaqué par l'angle SEO, mais le boulot était fait vite fait, quoi, parce que la requête principale, qui est la requête commerciale, en 2 semaines, le bazar était plié, quoi. Oui, parce que c'est pas un truc où vous êtes 200 sur le bordel. On doit être 3 Français, encore on fait pas du tout la même chose. Mais moi, mon concurrence, elle est plutôt internationale, et même on est 4 internationaux, quoi. Donc même là, sur les requêtes, c'était facile d'être dans le top 7 parce que vous êtes 7 en tout, quoi. Là, je suis premier sur les 2 requêtes, mais il n'y a rien de, il n'y a pas de truc de fabuleux. C'était assez simple, donc on sent le nombre requis, quelques petits backlinks, une stratégie de rédac classique, voilà. Après, c'était plutôt un guide et des conseils, puisque j'ai attaqué le truc sous un angle en disant la personne que je ship, c'est un e-commerçant, il a plein de questions, notamment comment j'utilise PrestaShop, comment j'utilise Shopify, est-ce que je dois choisir PrestaShop, est-ce que je dois choisir Shopify, comment je fais ma pub Facebook, comment je me fais connaître, quels sont les biais d'acquisition, des conseils pour du SEO. Donc j'ai organisé un cocon sur plein de manières, en fait, plein de questions qu'allait avoir mon client final. Et ça marche aussi pour fidéliser des clients, c'est-à-dire qu'un client qui vient chez moi, en trouvant ce guide de choix, en trouvant ses conseils et ses astuces, il reste parce qu'il trouve plein d'infos. Donc il y a eu ça. Et puis il y a eu la partie influenceur, hein, où je me suis dit où sont mes clients. J'en ai eu une bonne partie sur Facebook. Où sont les groupes où il y a 10, 15, 20 000 personnes qui s'intéressent au dropshipping, puisque je me suis dit j'ai plus de chances de convertir des gens du dropshipping au print on demand que des gens qui partent de zéro, ou même des e-commerçants.
Et voilà, j'ai été me faire connaître sur tout un tas de forums, même des questions PrestaShop, genre des forums, pardon, des groupes Facebook. Donc même sur des groupes Facebook qui parlent de PrestaShop, j'ai lancé des discussions, j'ai répondu à du sujet, je me suis fait connaître des admins du groupe, puis au fur et à mesure, j'ai participé à des podcasts, et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai acquis des inscrits, quoi. Puis après, les inscrits, stratégie d'emailing, hein, avec derrière plusieurs classifications d'inscrits. Est-ce que c'est déjà un e-commerçant, pas un e-commerçant, est-ce qu'il fait du biz, pas de biz, est-ce qu'il est débutant, est-ce qu'il a un site web, et je lui pousse derrière des conseils par email avec tout un entonnoir où tout à la fin il a un entretien personnalisé pour essayer de l'aider à lancer son biz, quoi. Tu as des noms de tools peut-être ou de solutions à conseiller pour ça, pour des mecs qui voudraient faire connaître un petit peu leur bise à eux, tu vois. Oui, alors il y a, si on parle tunnel qui est très connu, d'un point de vue français, si vous voulez pas trop vous lancer dans du dev, c'est system.io. Ouais, c'est visuel, quoi, c'est hyper graphique. C'est très visuel. C'est du drag and drop. C'est ça. On fera pas des trucs de fou. Par contre, si vous n'êtes pas développeur, pas graphiste et que vous voulez au moins commencer à avoir un formulaire de contact dans lequel on peut mettre son mail et faire surtout une séquence d'emails derrière avec tous les 2 jours ou le 2e jour, le 4e jour, le 8e jour, le 30e jour, j'envoie des emails. Ouais. Le truc fait le job pour moins de 50 balles par mois. On est vraiment sur du market automation qui est accessible à quelqu'un qui n'est pas du tout technique, quoi, parce que tu n'as pas du tout un profil de dev. Moi je suis pas du tout dev, alors j'ai un associé qui est Alexandre qui est dev lui, donc il va me mettre en place des trucs quand je galère, et je n'essaye même plus de toucher à la technique parce que je perdrai mon temps et je ferai moins bien que lui. Donc, oui, voilà. Par contre sur des petits trucs, des fois quand je veux bricoler vite fait sans avoir à dev ou pour tester quelque chose, c'est clair que System.io on le met en place et basta, quoi. On a une séquence emailing qui peut être faite en quelques heures, quoi, le temps de la rédac. Voilà, mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est pour ça que je te fais un peu creuser le sujet. C'est tu vois, t'as plein de mecs en fait dans le SEO, même dans le marketing en règle générale, tu vois, surtout dans les SEO, tu as des mecs qui sont quand même super branchés technique, dev, data, c'est le bon truc à la mode, ça. Et puis tu as des mecs qui viennent du marketing pur et dur et qui se sont dit voilà, le levier SEO c'est un gros levier, il faut y aller. Mais tu as quand même 2 types de populations un peu différentes. Et toi, tu es plutôt côté marketing, tu as une formation plutôt commerciale à la base. Je suis une formation commerciale marketing et j'ai même envie de dire, j'ai fait une école de commerce ESC Toulouse, j'ai fait sur un master à Bordeaux avec l'INSEC. J'ai peu entendu parler d'e-commerce à l'époque. Donc du coup, toi, en fait, ta force, c'est de trouver des outils qui te permettent d'avancer sans être bloqué par de la technique. Et puis il faut que ça dépote et que ça soit efficace, quoi. On va être clair, hein, System.io est l'enfant de ClickFunnels, on va dire. ClickFunnels, la version américaine qui est beaucoup plus complète mais beaucoup plus complexe. Donc faut trouver des outils qui correspondent à ce qu'on veut faire. ClickFunnels permet de tester son biz, faire une petite séquence d'emailing ou même faire un petit tunnel. Je sais pas, vous voulez un formulaire pour gauler des mails et pour renvoyer un livre blanc derrière. En 1 heure, vous avez mis en place le truc, quoi. Le reste, c'est de la com. Par contre, vous ne ferez pas de stratégie vraiment très très puissante avec. À un moment, vous serez bloqué. Ça dépend ce que vous faites, encore une fois. Si c'est juste envoyer des guides PDF et refaire de la relance emailing pour vendre des formations derrière, ça convient tout à fait. Si vous voulez aller pusher votre contact dans un CRM ou garder un historique ou alors faire un enchaînement ou gratter de la data, il n'y a pas d'API, quoi. Par exemple, par contre, ClickFunnels vous permet d'utiliser un petit connecteur qui lui va aller vous mettre dans un Google Sheet le truc. Donc on peut s'amuser avec plein de petits connecteurs à faire des choses. Mais si ça devient trop complexe, à un moment donné, il faut coder. Par contre, il ne faut pas se lancer dans un gros dev compliqué si le business n'a pas été testé. Ce que je disais tout à l'heure. L'idée, voilà, c'est que tu testes ton business. Et puis, si tu vois que le truc il va te générer du cash, et là, du coup, ça vaut le coup de soit tu fais bosser le dev avec qui tu bosses, ou soit tu trouves un dev qui te fait le truc, le taf, et puis. Si t'es pas dev, si t'es pas dev, tu vas voir un dev sur Malte, les connaissances, les copains sur Twitter, voilà. Puis il te dit c'est un billet de temps, mais si t'es sur ton business et que t'as pré-testé. De toute façon, on fait rien sans investir. Hein. Et puis après j'ai envie de dire, déjà aujourd'hui avec les PrestaShop, les WordPress, ces systèmes de mail là, t'as déjà quand même des idées à trouver avant de devoir développer un truc sur mesure qui fait papa maman ceci cela. Ça devient de plus en plus rare quand même. WordPress, il y a tout un tas de modules, alors même si
beaucoup aiment pas WordPress, des fois ça bug, des fois ceci, cela. Tu penses à quelqu'un quand tu dis beaucoup aiment pas WordPress? Ouais, je pense à toi, qui râle sur les modifs WordPress. Mais ouais, pour un dev, il y a des trucs, c'est du non-sens, mais je veux dire, pour un bricolo technique comme moi, j'adore O2Switch, on héberge son truc, on a 60 € hors taxe, on a son site. Avec le cPanel bricolé, je peux mettre plusieurs sites sur plusieurs IP. J'installe mon WordPress en 2 minutes, je mets mes petits plugins, en 1 heure, 1 heure et demie, j'ai un template qui est fait quoi. Et j'ai un site qui peut partir pour monter un cocon, pour faire mon rédac dessus, pour le faire ranker assez rapidement. Et en 1 mois, je peux avoir des résultats. Tiens, une question là-dessus, bon ça va, c'est pas pratique que je te pose ça comme ça là de but en blanc, mais sur des business que tu fais toi, tu saurais évaluer par rapport à ton CA, à toi, le pourcentage que tu investis en com, en marketing, etc. pour les faire connaître, en essayant un peu d'inclure un peu ton temps que tu y passes, hein, bien sûr, mais pour dire voilà, pour un mec dans le métier, quand il lance un biz, c'est quoi en gros le rapport Ça dépend toujours, mais je vais dire en dessous de 10%. Ça dépend si tu es au début en train de le lancer, que tu as du récurrent. Ouais. Tu peux y aller, tu peux mettre 15-20% dès le début de ton chiffre d'affaires. Ça dépend aussi de ta marge. Parce que si tu mets, si tu marches très peu sur des produits, tu as peu moyen d'investir. Je veux dire, du coup, ça veut dire qu'il faut que tu fasses encore plus de volume. Bah c'est ça, mais si tu as du récurrent, ça peut se retravailler quoi. Après, on est toujours autour des 10% à peu près, hein. Faut pas se leurrer, même au-dessus, ça peut aller, des fois ça peut aller un peu au-dessus, mais moi je suis plutôt à passer beaucoup de temps, notamment pour le référencement, parce que pour moi c'est quelque chose de très de long terme quoi. Une fois que je suis positionné, bon ok on peut se faire dégager, mais c'est quand même rare d'être en première position sur une requête et de partir du jour au lendemain. Quand tu as fait les choses bien, à part si tu es vraiment sur une stratégie Black Hat, tu as de la bouillie, tu as des backlinks pourris, voilà, pourquoi pas. Si tu as fait le boulot assez bien, c'est rare de se faire dégager. Voilà. Après, effectivement, si c'est de la pub Facebook, bah faut quand même assez investir. Mais c'est censé ramener du monde, donc ça dépend aussi le produit hein, qu'il y a. Il y a des produits qui se prêtent pas à tout ce type de publicité, hein, qui sont pas sexy, qui convertissent moins, comment dirais-je, qui intéressent pas forcément le grand public, quoi. Oui. C'est l'effet waouh du produit. Hein. On entend beaucoup parler de produits winner. Ouais. Pourquoi? Parce que Facebook c'est le téléachat, hein, c'est le téléachat sur TF1. Les mecs sont en train de glander le samedi matin, ils te montrent le produit magique. C'était l'épluche patate. Ouais. Voilà, bon, on est un peu là-dedans hein, quand même. Il est fabuleux mon épluche patate. C'est un épluche patate quoi. Ouais, non, leur grand truc, je crois, c'est plutôt les trucs pour les électrostimulations. Ah, là, en ce moment, oui, on a l'électrostimulation. C'est. Ça, c'est un truc qu'ils ont rouillé depuis des dizaines d'années hein, sur les téléachats. Oui, mais là, il se revend aussi sur. Il est à 10 balles sur Wish, je crois, de mémoire, donc il doit se trouver à 3-4 balles quelque part. Ouais, enfin, perso, l'électrostimulation sur Wish, je l'achète pas. Hein. Je suis d'accord, ouais, je me le mets pas sur le corps. Ouais, voilà. Donc oui, il faut investir pour se faire connaître, mais je veux dire sur Facebook il y a moyen de trouver des petites astuces pour monter un groupe d'utilisateurs ou pour monter des personnes intéressées par votre produit. Une fois que vous avez un groupe de 1000 ou 1500 personnes, bah déjà quand vous pushez votre site ou vous pushez votre offre, ça fait des visites. Ça permet de communiquer avec eux, d'échanger, de savoir si le produit plaît, qu'est-ce qu'il faudra améliorer. Voilà, et puis même par Facebook, vous ciblez, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, vous trouvez le réseau social qui va bien à votre activité, mais ça permet de cibler beaucoup de gens, quoi. Donc du coup Elliot, pour te suivre là, parce que bon, désolé hein, pour le montage, c'est un premier essai hein, sur le tracker comme ça. Pour te suivre toi du coup Elliot Bobier sur Google, et puis vous avez tous mes réseaux sociaux qui tombent, hein, Facebook, Twitter, mon email. Faites gaffe hein, sur Facebook parce que le garçon il a plusieurs profils. Hein. Normalement il n'y a que le principal d'indexer. Ouais. Voilà, un petit message Facebook, un petit message Twitter. Sur Skype, c'est Elliot.bobier aussi. Voilà. Donc, voilà les 2 prochains SEO by Night, parce que monsieur il fait 2 SEO by Night par an. Cette année j'en fais 2, peut-être 3 l'année prochaine, on verra. Voilà. Si on est pour répartir un peu dans toute la France. Donc les 2 dates, Bordeaux. Bordeaux 6 juin et Orléans le 7 et 8 novembre. Donc, toujours au labo Orléans, et Bordeaux on est à Mériadec le 6 juin. Donc magnifique salle, très grande, magnifique hall, tout va bien.
Ça va être un event super sympa. Je suis avec Loïc pour l'organisation et Julien. Ouais. Donc on est 3, je suis pas du tout seul pour faire ça. Heureusement d'ailleurs parce que c'est un très gros boulot. Donc bon, on va passer une très belle journée, on va tout faire au top pour que ça vous plaise. Et puis voilà, on mettra les liens pour acheter les billets juste en dessous de la vidéo. On vous met ça dans la description, pas de soucis. Sur les messages, je réponds pas toujours rapidement parce que j'ai pas mal et je suis pas mal occupé. Mais si je peux répondre à quelque chose, il n'y a pas de problème. Voilà. D'accord. Et un prochain podcast bientôt, parce qu'il y a tes podcasts aussi sur ta chaîne YouTube. Il y a aussi, oui, exact. Je fais mal ma promo en plus. Je fais la promo des autres, mais la mienne. Oui, il y a ma chaîne YouTube, pareil, Elliot Bobier, YouTube. Le prochain, ça va être Rodrigue. De soumettre, ouais. Et de plein d'autres business, vous le verrez. Voilà. Et puis Joël Desforts, qui est pas très connu par la sphère, mais qui est un très ancien SEO. Qui a une 50aine d'années et qui pratique le SEO depuis 15-20 ans, on va dire. Donc il a vu pas mal des évolutions dans le métier, il nous en parlera, il parlera de ce qu'il fait, comment il a créé son agence pour la création de site web et puis stratégie SEO. Voilà, donc je relais mes vidéos sur Twitter, vous pouvez aussi les partager pour les faire connaître. Donc voilà, les écouter, je sais que c'est toujours long les podcasts de plus d'1 heure, voilà, mais vous êtes dans la voiture ou en train de faire à manger ou en train de bricoler, vous mettez et puis vous écoutez d'une oreille, il y a toujours plein de choses à apprendre, plein de visions, de personnes à découvrir, quoi. Voilà, bref, suivez Elliot. Salut, merci. Ses podcasts, ses réseaux Patrick, sociaux, ouais. C'est tout dans la description. Et puis donc on te retrouve aux 2 prochains SEO by Night, ouais, 6 juin, 7 et 8 novembre. Je crois qu'on n'est pas à l'abri de se recroiser aussi au SEO Camp de Lyon. Au SEO Camp, je pense qu'on fera une petite intervention ou une vidéo s'il y a d'autres SEO avec nous, on pourra faire un petit truc collectif. Et puis certainement peut-être des vidéos thématiques, on va voir si on peut arriver à sortir pour vous présenter des outils et puis des manières de faire, quoi. Voilà, on vient de faire la fin la plus longue du monde, ce coup-ci c'est la bonne. C'est la vraie fin, là. Voilà, la vraie fin. Voilà. Allez, ciao tout le monde.